Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de mes pires lectures de 2021. Dans la première partie, j'ai présenté 5 livres que j'avais pas aimés, mais là clairement, la deuxième partie, ça va être du sang, ça va être horrible parce que je vais vous présenter 4 livres. Dans les 4 livres, il y en a un qui est clairement populaire sur tout ce qui est Bookstar, Booktube, BookTok, c'est ça sur TikTok, BookTok. Et il y en a 2 qui ont également reçu un assez bon accueil à leur sortie. Donc bon, je sais que ce que je vais dire, les gens vont dire: «Mais comment ça, elle a pas aimé? Ça a pas de sens». Mais bon, passons. Avant de commencer, cette vidéo, je reste sur les bonnes habitudes que je viens d'instaurer il y a à peine, quelques heures et je vous invite, si vous aimez les vlogs lecture et tous les autres contenus livresques, à liker la vidéo, activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Maintenant que c'est dit, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! The Black Kids, je lui ai mis 2,5 sur 5, donc il devrait pas apparaître dans cette liste, mais quand j'ai pensé à faire une vidéo sur mes pires lectures, j'ai tout de suite pensé à lui. Donc je me suis dit, vu que c'est l'un des premiers livres auxquels je pense, c'est normal de le mettre dans la liste, même si je respecte pas la règle de uniquement mettre des livres que j'ai notés 2 étoiles ou moins. C'est pas grave. Et puis en plus, j'ai vu partout que tout le monde avait aimé ce livre, que voilà, c'était un peu insensé que ce soit sur Bookstar ou sur Booktube, donc je me dis que j'ai bien le droit d'un petit peu hater, y a pas de souci, voilà, ça équilibre un peu les avis. Du coup, pourquoi j'ai pas aimé The Black Kids? Alors déjà, je trouve qu'il y a rien de marquant dans cette histoire, genre vraiment, quand je l'ai lu, je savais pas trop, quoi dire sur le livre, je savais pas par où commencer pour donner mon avis. Lorsque j'en ai parlé sur Booktube, j'avais uniquement parlé de tout ce qui était racisme dans le livre et aujourd'hui, quand j'essaie d'en reparler, bah, je sais toujours pas trop quoi dire sur ce livre. J'ai toujours pas d'avis sur l'intrigue, enfin, si sur les personnages, si, mais sur l'intrigue générale, j'ai toujours pas d'avis. En fait, c'est pas que j'ai détesté, mais je suis quand même ultra déçue parce que sur la couverture et sur le synopsis, on nous laisse penser qu'on va quand même parler pas mal d'émeutes et plus particulièrement des émeutes qui ont lieu à Los Angeles dans les années 90. Mais finalement, en fait, ces émeutes, bah, c'était qu'en toile de fond. La famille d'Ashley, donc le personnage principal, n'est pas concerné par les émeutes. Ils vivent pas les émeutes et pour dire la vérité, les émeutes, il me semble que ça concerne un, peut-être même 2 chapitres dans tout le livre, mais c'est tout. Donc je comprends qu'on puisse souhaiter parler des émeutes sous un nouvel angle, puisqu'on n'est pas toujours obligé de traiter des émeutes comme dans The Hate You Give, mais pour le coup, là, je considère que l'exercice était totalement raté, genre totalement, parce que au-delà de l'intrigue, si on propose un livre avec uniquement des scénettes, comme c'est le cas dans The Black Keys, avec des scènes du quotidien, et cetera, pour moi, c'est important qu'à côté, pour balancer en fait le fait qu'il y ait pas une grosse intrigue principale, c'est important qu'à côté, on ait un personnage principal charismatique. Et là, c'est pas du tout le cas. Genre Ashley, je comprends absolument pas, ce qu'elle apporte au récit. Genre vraiment, je trouve qu'elle est d'une inutilité profonde, profonde, très profonde. Elle aurait pu ne pas être dans ce livre, en fait, ça n'aurait absolument rien changé. Pour moi, le personnage principal, ça aurait dû être sa grande sœur, dont j'ai totalement oublié le prénom, mais ça aurait dû être sa grande sœur quand même, qui était beaucoup plus importante qu'Ashley. Parce que sa grande sœur, elle avait un dilemme à résoudre, elle se questionnait sur son identité et elle cherchait vraiment sa place dans le monde, en fait. Donc clairement, la sœur d'Ashley avait des choses à nous dire et ça a pas été creusé, mais alors pas du tout. Et après, on va venir me dire: Oui, non, mais c'est un roman contemplatif, c'est un roman poétique, tu rien compris, nanana. «Bah, en fait, je suis désolée, tu peux très bien être un roman contemplatif, être un roman poétique et à côté de ça, avoir également un personnage, qui a des choses à dire. En fait, l'un n'exclut pas l'autre». Oh my god! Alors ça, je me remercie encore de pas l'avoir lu cet été, parce que vraiment ça aurait niqué mon marathon de coups de cœur, parce que cet été, j'ai eu que des coups de cœur. Donc non, je l'ai lu à la rentrée. La rentrée, c'est un peu chiant, c'est un peu morose, voilà, on en a marre, on veut pas retourner à l'école, on veut pas retourner au travail, et cetera. Et du coup, pour accompagner ma rentrée chiante et morose, bah, j'ai lu un livre chiant et ennuyant. Donc moi, littéralement, mes déceptions, c'est souvent la même histoire. Je vois une couverture, je la trouve belle, et cetera. Donc là, c'est de la fantaisie. De base, c'est vrai que la fantaisie, c'est pas trop mon délire.
Mais là, je me suis dit: «C'est pas grave» parce que dans le synopsis, on parle de tournoi mortel, on parle de complot, on parle d'un dilemme éthique pour le personnage principal. Donc on a Malik qui doit choisir entre rester intègre, mais voir sa petite sœur tuée par un esprit diabolique, ou sinon sauver sa sœur et tuer la princesse du royaume. C'est vrai que The Song of Wrath and Ruin, c'est vraiment un gros pavé, mais pour le coup, j'avais pas peur de le lire parce que je me suis dit que ça se lirait rapidement, vu que dans le synopsis, on nous promet quand même des shots d'adrénaline et des rebondissements à chaque page. Et finalement, j'ai pas du tout compris ce que l'autrice a essayé de faire parce qu'il y avait très très peu d'action, c'était plat, c'était long et vraiment durant tout le roman, j'étais frustrée parce que je me demandais quelles étaient les chances pour qu'un roman avec un complot, un tournoi et des meurtres, bah, ce soit un roman ennuyeux. Enfin, normalement, ça devrait pas arriver et sincèrement, il y a vraiment très peu de scènes d'action et lorsqu'il y avait une action, bah, en fait, elle se résolvait en peut-être, une scène, un paragraphe, quelques phrases. Enfin, c'était vraiment, la résolution des problèmes était vraiment super courte et l'autrice me laissait pas, en fait, apprécier le suspense. Elle voulait pas faire durer ce type de plaisir et je me souviens qu'à un moment, il y avait un rebondissement politique de ouf parce que la princesse se trouve un peu en difficulté et là, je me suis dit: «Ah ouais, franchement, c'est là que le game, il va commencer, c'est là qu'on va rentrer dans l'histoire et tout» et en fait, pas du tout. En 5 pages, le problème, il était réglé. Genre, c'est comme si ce problème, en fait, il avait jamais existé, on n'en a plus jamais reparlé, enfin, j'ai vraiment pas compris. En fait, l'autrice m'a pas du tout laissé le temps de m'inquiéter pour les personnages. Je peux comprendre, genre, au début, qu'il y ait des petites scénettes de genre avec, où on résout vite les problèmes pour, nous permettre de mieux comprendre les personnages, de mieux comprendre leur personnalité. Mais à la longue, j'ai trouvé que ça avait pas trop servi l'intrigue ou même les personnages, parce qu'on a une princesse qui veut venger sa mère. On a également un garçon qui veut sauver sa sœur. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plein d'attaques, qu'il y ait également genre, une stratégie pour, à parvenir à leur fin et que tout ça évolue en fait et que les personnages gagnent en maturité et finalement, bah, c'était pas du tout ça et bah, l'intrigue a perdu en crédibilité en fait, au fur et à mesure, je m'intéressais plus aux personnages, je m'intéressais plus à l'intrigue. En fait, je savais que tout allait bien finir parce que jusqu'à maintenant, bah, tout s'était bien fini tout simplement. Après par contre, il y a un point positif que j'ai trouvé à l'histoire, c'est le méchant, mais c'est dommage parce que l'autrice, elle a creusé son personnage, mais uniquement à la fin et en fait, ça arrivait trop tard et vu que je compte pas lire le deuxième tome, bah, du coup, c'est tant pis pour le méchant. Ah, j'ai qu'un mot pour résumer ce livre, c'est torture, vraiment. Ce livre était une oh mon Dieu. En plus, tout commençait bien parce que je pensais lire quelque chose entre l'enquête policière, le polar et le feel good et finalement, c'est pas du tout ce que j'ai lu. Je sais même pas ce que j'ai lu, en fait, pour dire la vérité et je considère que je méritais vraiment pas ça la dernière semaine de 2021. Vraiment, je méritais pas ça et bah, du coup, je l'ai pas fini, en fait. La vérité, je l'ai pas fini, ça m'a saoulée. Donc l'histoire. Tout commençait bien. Donc l'histoire, on suit, le commissaire Dupert. Donc le commissaire Dupert, c'est un policier qui veut être, droit, qui veut être intègre, qui veut être bien dans ses bottes, quoi. Il veut vraiment être un bon flic, mais c'est pas tous les jours facile, clairement. Son statut lui permet pas toujours d'être droit dans ses bottes et là, il va être face à une affaire, en fait, il va être face à un massacre et en fait, l'enquête rame beaucoup. En fait, ils ont peu d'éléments, ils ont pas de témoins, enfin bref, ils rament, on commence à lui mettre la pression et là, je me dis: «Putain, ça va être, une bonne histoire». Franchement, j'y croyais de ouf, mais de ouf. J'étais persuadée que ça allait être un bon truc parce qu'on rentrait direct dans le vif du sujet. Ce que je vous dis là, c'est vraiment, le premier chapitre, les premières lignes et tout. Donc on a vraiment une affaire chelou avec un flic intègre. On a, ses supérieurs qui lui mettent la pression et lui qui veut pas rentrer dans les magouilles. Donc je me suis dit: «Putain, ça va être grave intéressant» et pas du tout. On passe totalement à côté de ça parce que le gars, il démissionne et il part, au fin fond de la cambrousse là pour faire du vélo. Donc OK, je me suis dit: «Bon, soyons ouverts, c'est la fin de l'année, donc ça sera peut-être plus un feel good qu'un polar». Donc OK, il y a pas de souci. Surtout qu'on a un deuxième personnage dans l'histoire, il s'appelle, Parfait. C'est, un ex-tôlard, enfin en tout cas, il sort de prison et lui veut absolument se venger, du gars qui l'a foutu en prison et le gars qui l'a foutu en prison, c'est le commissaire du père, donc celui qui est parti se mettre, au fin fond de la campagne pour faire du vélo et pour faire court, Parfait est persuadé qu'il est en prison parce que Dupert est raciste et que toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'affaire
enfin impliqués dans l'enquête, ont utilisé des préjugés racistes pour le condamner pour braquage. Et je précise, parce que je vous vois déjà commencer à dire: «Oui, Déborah, elle parle de livres qui parlent de racisme et de discrimination, c'est toujours ça, blablabla, les noirs par-ci, les noirs par-là et tout». Mais arrêtez. Là, pour le coup, Parfait, c'est pas un personnage noir, c'est un manouche, donc voilà, on se tait. Donc ouais, donc on a l'impression quand même que cette histoire est pas mal. En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était pas mal au début, que ça avait quand même pas mal de potentiel, mais non. Et vraiment là, ce que je dis là, c'est les seuls trucs positifs que j'ai à dire sur cette histoire, que l'histoire a du potentiel, point. Déjà, j'ai absolument pas compris l'objectif du livre. Dans tout ce que je vois, c'est 2 gars qui s'extasient devant leur nouveau vélo et qui font des balades en forêt, qui voient leurs copines tous les week-ends et qui se plaignent de la vie en France. Genre vraiment, c'est que ça. Alors oui, vous êtes sympa et encore, mais en fait, quid de la première enquête qui stagnait et que, Duper a abandonné et quid de la réhabilitation de Parfait? Parce que du coup, on est d'accord que le gars est innocent, on sait qu'il est innocent parce qu'on est dans sa tête, mais pourquoi on parle plus de ça? Et moi, il me semblait enfin, j'étais persuadée qu'une fois que Duper et Parfait se seraient rencontrés et qu'ils se trouvaient sympas, qu'ils avaient vu qu'ils avaient des points communs et tout, l'objectif, ça allait être de prouver l'innocence de Parfait, mais non, pas du tout. Apparemment, l'objectif de ce livre, c'est de me faire une redite, des infos de 20 h. J'avais tellement le seum. Ce qui m'amène à la deuxième chose qui m'a saoulée dans ce livre, c'est que j'étais pas là, pour découvrir l'actualité du pays. En fait, j'habite en France, je lis et j'écoute les infos, donc j'ai pas besoin d'ouvrir un livre, une fiction, qui me fait un récap de tous les grands sujets de discussion. Non mais c'était horrible, je vous assure. Le gars, il voulait étaler sa culture G sur tous les points et il voulait montrer qu'il avait des goûts pointus et cetera. Ah, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. En plus, c'est vraiment ultra relou parce que j'ai l'impression que l'auteur, il s'envoyait constamment des fleurs. Ces 2 personnages-là, du père et Parfait, ils se disent à chaque fois: «Oh, qu'est-ce que tu es intelligent. Oh, tu connais trop dans l'économie. Oh, on est trop borderline quand on parle et tout. Notre façon de penser, c'est trop ouf et tout. Et puis tu as remarqué comment les grands noms des grands chanteurs français commentaient tous par la lettre B, hein, tous sauf Booba, hein, parce que Booba, ce gars est d'une nullité. Hein, c'est trop un tocard». Et puis les femmes de cette génération, vraiment, elles sont toutes irrattrapables. Heureusement qu'il y a Zaz pour les sauver. Franchement, et c'était ça tout le chapitre. Tout le chapitre, c'était comme ça. Et c'était ça, un chapitre sur deux, en fait. Un chapitre sur deux, on parlait de l'actualité. Et moi, j'étais là, je me demandais c'était quoi le rapport entre la réhabilitation de Parfait et la chanteuse Zaz. Genre vraiment, quel est le rapport? C'est pas pour ça que je suis venue dans ce... C'est pas pour ça que je suis venue. Ah oui, avant que j'oublie, il y avait aussi tout un chapitre qui parlait du Covid, mais parce que le gars est super intelligent, vous voyez? Mais il a jamais mentionné le mot Covid dans le livre. En fait, il utilise un de ses personnages, je crois que c'est Parfait qui parle à ce moment-là et en fait, Parfait, parle d'une possible pandémie mondiale et des conséquences sur l'économie mondiale, mais franchement, grosse flemme de cette partie parce que déjà quand je l'ai lu, j'ai sauté là les paragraphes. Donc je considère que je mérite de ne plus parler de ça, de pas me replonger dedans pour vous en parler. Franchement, je vous fais cadeau, je vous parle pas plus de ça. Et par contre, la dernière chose vraiment qui m'a fait péter un câble, c'est l'auteur. Parce que le gars, il pense trop qu'il est féministe, il pense trop que son personnage sont également féministes, alors que la vérité, c'est des gros sexistes. La vérité, c'est des gros sexistes. Toutes les meufs du bouquin existent pour coucher avec du père ou Parfait. Il y en a aucune qui est juste là, comme ça, qui est de passage et tout. Aucune, aucune. Dès que tu es de passage dans ce livre, c'est sûr que tu passes par la case lit, obligatoirement. Et j'ai un peu l'impression que l'auteur en était conscient parce que, pour compenser, toutes les meufs du livre ont grave des tafs valorisés. Par exemple, il y en a une, elle est gérante d'un magasin de luxe, il y a des avocates et sinon c'est des meufs, on connaît pas forcément leur métier, mais on sait qu'elles sont vraiment aisées dans leur vie, qu'elles ont aucun problème d'argent. Mais en contrepartie, les femmes s'attachent trop, elles sont moins belles sans maquillage, tout le monde sait que lorsqu'elles sont jalouses, elles sont violentes et pernicieuses. Non, vraiment, c'était trop. Franchement, il faut que je vous retrouve des extraits et je vais vous montrer ça parce que c'était pas possible. Bref, j'ai mis genre une étoile
à ce livre parce que, bah, je pouvais pas mettre 0 sur Goodreads. Dans la première partie de mes pires lectures de 2021, je vous ai dit que Euglise, c'était l'une des raisons pour laquelle je lisais beaucoup moins de young adult cette année. Mais clairement, Kiliana, c'est le livre qui m'a mis ce livre m'a mis KO. Parce qu'après avoir lu Kiliana, donc le livre que tout le monde encense sur Booktube, sur Booksta, et cetera, je me suis dit: «Non, en fait, c'est pas possible. Tu plus la cible pour le young adulte, donc arrête tes conneries parce que ça te fait perdre de l'argent». Kiliana, que dire de Kiliana? Kiliana, c'est une assassineuse hors pair. Apparemment, c'est la meilleure de son royaume, mais elle a quand même fini en prison. Je pose ça là, comme ça. Donc on a deux possibilités. Soit dans son royaume, la barre elle est très basse, soit les gardes sont ultra bons. Et j'ai lu le livre, j'ai vu les gardes, et clairement c'est pas les gardes qui sont ultra bons. Et bon, du coup, dans le premier tome, Kiliana a la possibilité d'être libérée en participant et en gagnant un tournoi où on confronte les plus grands criminels du royaume. Et là, je me rends compte qu'il y a encore une histoire de tournoi et que je me suis encore ennuyée. Donc peut-être que je vais arrêter les tournois pendant un moment. Mais en tout cas, dans ce livre, ce qui m'a surtout énervée et ce qui m'a surtout frustrée, c'est le personnage de Keliana. Parce qu'elle est présentée comme une guerrière expérimentée, à la limite pas de cœur, c'est une assassineuse hors pair, quoi. Voilà, et elle est parfaite dans son métier, excepté durant le premier chapitre où là, vraiment, on la voit comme une assassineuse, une personne qui fait peur et tout. J'ai beaucoup eu l'impression que c'était finalement une fille fragile, qu'elle était maladroite et qu'elle était dominée par ses hormones. Parce que tout ce à quoi elle pensait, c'était avoir une belle robe et elle pensait sinon au beau corps de ces deux love interests qui étaient sans intérêt aussi. Enfin bref, dans tout ça, moi, tout ce que j'ai envie de redire et de rappeler, c'est que bah, Keliana, elle est supposée être en train de participer à un tournoi mortel. Et il y a également un truc dans le château qui tue les participants un à un. Donc, normalement, les robes, le maquillage et les gossips, la romance et tout, c'est supposé être le cadet de ses soucis. Mais finalement, ça devient la chose la plus importante en fait dans le livre et ça c'était extrêmement frustrant. Surtout que je me répète, mais Keliana c'est supposé être la meilleure assassineuse du royaume. Donc il y a autre chose que je comprends pas, vraiment ça j'ai pas compris, c'est pourquoi à chaque fois qu'elle est dans une situation un peu dangereuse et cetera, elle se retrouve systématiquement en difficulté. Genre, faut m'expliquer, elle est hors pair ou elle est banale? Parce que pour le coup, elle a toujours besoin de quelqu'un pour, sortir de ces situations. Limite, la plupart du temps, s'il y a personne qui vient l'aider, bah, en fait, elle serait morte. Donc à quoi elle sert? Pourquoi quelqu'un l'a engagée? C'est pourquoi on dit que c'est elle la meilleure? Vraiment, je comprends pas et durant tout le tome, bah, à chaque chapitre, en fait, son personnage perdait en crédibilité puisque, bah, en fait, tu es la meilleure, mais tu es la meilleure en partant de 100, en partant de la dernière position. Enfin bref, toute l'année, à chaque fois que je pouvais le placer, je disais qu'il fallait arrêter d'encenser ce livre parce que vraiment, ben, il est nul et qu'il fallait sortir, absolument sortir. Et je le répète, il faut sortir de ces Sarah J. Maas, il faut sortir de ça. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me disait, et franchement, sans rancune, je dis pas ça genre en mode je vous envoie des pics, mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me disait oui, mais c'est surtout le premier tome et tout. Pour l'instant, on place l'univers, mais tu verras, le tome 1 et le tome 2 ils sont vraiment meilleurs. Et bah, non, en fait. Non, non, je suis désolée. Si le tome 1 il est nul, bah, je vais pas redonner mon argent pour lire le tome 2 en espérant qu'il soit meilleur. Enfin, t'as eu ta chance, j'ai lu ton livre et tu t'es loupé. Donc bah, bye, en fait, sincèrement. Est-ce que vous pensez que si, genre, tous les grandes sagas, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Monde de Narnia, Hunger Games et compagnie, si ces livres-là, là, si le premier tome, il avait été nul, est-ce que vous pensez qu'on les aurait encensés, qu'ils auraient eu, des films, qu'ils auraient eu des grosses communautés et qu'on en entendrait encore parler aujourd'hui? Bah non, non, on en aurait arrêté, on serait passé à autre chose et puis basta. Donc là, je sais pas c'est quoi cette nouvelle mode d'être super gentil et conciliant avec les auteurs, mais il s'agirait de cesser en fait. Vraiment, il faut arrêter d'acheter des tomes 2 quand on trouve que les tomes 1 sont nuls. Voilà, c'est mon conseil pour 2022. Bref, je termine cette vidéo sur bah, ce petit conseil et j'espère qu'on profitera plus de 2022 que ces 2 dernières années, sincèrement.
Et dans notre cas, j'espère qu'on découvrira des lectures un peu plus passionnantes que celles que je vous ai présentées et que celles que vous avez pu lire et qui vous ont déçu en 2021. Dites-moi en commentaire quelle était votre pire lecture de 2021, mais également, votre lecture préférée. Comme ça, on partage un peu les good vibes aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!